Bonjour à tous, mon nom est Dominique Trudeau et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin au nom d'Intergénération Québec pour la deuxième journée du forum virtuel Génération Climat, agir ensemble pour l'environnement. Ce matin, nous offrons une table ronde sur le thème conjuguer action environnementale et intergénérationnelle, avec des projets issus de diverses régions du Québec. J'aimerais rappeler que nous ne pourrons offrir une semaine de mise en valeur des actions et de la pensée intergénérationnelle sans l'appui de nos partenaires financiers. Ils sont Fondation Luc Maurice, Fonds de solidarité FTQ, Fondation La Capitale, Mission Inclusion, anciennement Fondation Léger, ainsi que la Fédération des Jardins. Le webinaire d'aujourd'hui consistera en une table sur les effets palpables des expériences environnementales et intergénérationnelles innovantes qui existent au Québec. Quelles sont les conditions favorables à l'expérimentation et au déploiement de ces initiatives dans différents espaces et milieux? 4 porteuses de projets en discuteront puis répondront aux questions du public. Les échanges seront animés par M. Étienne Berthold, détenteur d'un doctorat en études urbaines, professeur agréé au département de géographie et directeur du certificat en développement durable de l'Université Laval et membre de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Il est spécialiste du patrimoine culturel. Je passe maintenant la parole à M. Étienne Berthold. Bon webinaire à tous. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Étienne Berthold. Merci, Madame Trudeau, pour votre présentation. Merci à toute l'équipe d'Intergénération Québec pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin pour présider ce beau panel en perspective qui s'intitule donc Conjuguer action environnementale et intergénérationnelle. Donc, peut-être quelques mots, si vous permettez, pour introduire la séance. Donc, je pense que c'est important de s'intéresser au sens que donnent les personnes, les organisations, les institutions, les groupes sociaux aussi au territoire, surtout à l'heure où on parle de développement durable. Lorsqu'on parle des principes de développement durable, bien sûr, on va parler de préoccupations environnementales, préoccupations climatiques, mais aussi de préoccupations liées à une certaine forme d'équité socio-économique entre les générations et à l'intérieur des générations, évidemment, en fonction de leur diversité. L'action environnementale, on parle beaucoup dans notre sphère d'études d'action climatique, mais c'est un peu la même chose finalement, désigne une façon positive et engagée d'aborder la lutte contre les changements climatiques, mais elle est indissociable d'initiatives territoriales et d'expériences. Donc, pour que change notre attitude et notre positionnement par rapport à l'environnement et au climat, ça prend une prise de conscience individuelle. Mais ça prend aussi des initiatives à différentes échelles territoriales, locales, nationales, régionales et internationales aussi, qui vont avoir un effet d'entraînement et qui vont favoriser finalement le changement de comportement. Hier, on a eu une intéressante discussion sous le sceau, dis-je, de l'engagement militant. On a pu notamment voir qu'au sein de l'action climatique, il s'était parfois instauré des divisions, je dirais, un petit peu indues entre les générations, alors même que l'aspect intergénérationnel, il est finalement crucial au succès de la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, on va donc aborder de nouveau la question des liens sociaux et intergénérationnels, mais je dirais à partir du récit très précieux de 4 expériences qui sont en cours, évidemment, à différents stades de réalisation et de développement. Donc, je vous présente brièvement nos 4 invités que je vais par la suite inviter successivement à prendre la parole pour une période d'à peu près 5 minutes. Donc, la majorité d'entre elles auront un support PowerPoint. Et par la suite, il y aura des rondes de discussion et nous serons en mesure d'ouvrir les questions de l'auditoire au plus tard vers 11h25. Donc, je vous présente en rafale nos panélistes. Donc, Madame Élise Cardinal, qui va d'abord prendre la parole. Bonjour, Élise. Donc, qui est présidente de la Récolte des générations. Donc, Mme Cardinal a travaillé au Jardin botanique de Montréal de 2010 à 2013. Elle y était responsable d'un projet pilote en partenariat avec les cuisines collectives de Rosemont, Hochelaga Maisonneuve et Centre-Sud. En emménageant à Donham, elle a obtenu une subvention salariale pour un projet pilote de jardin collectif en plein cœur du village, un thème qui m'intéresse beaucoup aussi, sur le terrain de la résidence pour personnes âgées et à peine 500 mètres de l'école primaire.
Face au succès de la première saison de jardinage, elle a créé officiellement l'organisme sans but lucratif La Récolte des Générations en 2014. Je vais présenter rapidement les autres participantes également, puis Élise, je vous cède la parole tout de suite après. Donc, Madame Caroline Hainiche, qui est coordonnatrice à la mobilisation communautaire et à la promotion de la participation citoyenne et des saines habitudes de vie pour la nation Naskapi de Kawawachicamak, donc qui va nous parler ici de compost communautaire au sein de la nation Naskapi de Kawawachicamak. Donc, Madame Hainiche est membre de la nation Naskapi de Kawawachicamak. Elle travaille pour sa communauté depuis plusieurs années comme coordonnatrice à la mobilisation communautaire. Elle a aussi œuvré auprès de nombreux décideurs dans différentes communautés, tant à la sécurité publique qu'à la santé et à l'administration générale. Elle est actuellement responsable de l'organisation de la serre communautaire, tout en mettant en place un programme de soutien destiné aux aînés de sa communauté. Bonjour, Madame Hainiche, et bienvenue. Nous serons heureux de vous céder la parole à la suite de Madame Cardinal. Madame Catherine Gaulin, qui sera notre troisième intervenante. Donc, Madame Catherine Gaulin est coordonnatrice des événements du réseau Relève de Réseau Environnement, qui est un réseau bien connu dans la sphère universitaire et encore plus dans les municipalités et les organismes, et dont je salue les collègues. Donc, Mme Gaulin est diplômée de la maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle est depuis 2020 conseillère en développement durable à la SADC, dis-je, de la vallée de Batiscan en Mauricie, où elle appuie principalement des projets communautaires. Elle s'implique avec le comité relève de Réseau Environnement depuis plus de 2 ans, bravo, et est coordonnatrice des événements depuis 1 an. Donc, Madame Gaulin, nous serons heureux de vous accueillir et de vous céder la parole suite à Madame Hainiche. Et notre dernière intervenante, donc, sera Madame Nadia Karina Ponce-Morales, qui est coordonnatrice au développement durable à HEC Montréal. Donc, bienvenue, Madame Ponce-Morales. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Elle possède une maîtrise et plus de 15 ans d'expérience comme gestionnaire dans le domaine de la coopération internationale, principalement dans le domaine de l'empowerment des jeunes et de la mise en œuvre de solutions axées sur la communauté en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. À HEC Montréal, elle collabore activement avec la communauté étudiante et les différents partenaires internes et externes en vue de l'intégration des principes du développement durable au niveau institutionnel. Nadia travaille aussi avec l'Institut canadien du service extérieur en tant que facilitatrice de programmes de formation dans le domaine de la diversité et l'inclusion et est affiliée à l'Institut pour la sécurité alimentaire Margaret Gillam de l'Université McGill. Donc, merci, mesdames, d'être avec nous ce matin. J'en suis personnellement très heureux et honoré. Donc, j'inviterai peut-être Élise, donc Madame Cardinal, à prendre la parole donc, pour une période de 5 minutes pour nous présenter la récolte des générations, s'il vous plaît. Bonjour, merci M. Bertel de cette belle présentation. Élise me convient tout à fait en passant. Donc, ça me fait vraiment un grand plaisir d'être là ce matin pour partager en fait avec vous mon expérience et apprendre aussi là, des autres collègues qui œuvrent sur le terrain. Chacun à notre manière, on essaye de faire un petit plus pour nos communautés, pour l'environnement. Puis moi, en fait, ça va passer par ma passion qui est en fait l'agriculture. Donc, tout ça est né là, d'un premier coup de foudre là, au Jardin botanique de Montréal où j'animais dans le fond là, des animations horticoles directement dans le Jardin botanique, donc des espaces réservés à la communauté. J'accueillais des gens de cuisine collective de Hochelaga Maisonneuve, de Rosemont-la-Petite-Patrie et du Centre-Sud à venir cultiver leurs légumes eux-mêmes, accompagnés par moi-même, et repartaient avec leurs légumes à les faire, là, dans le fond, les cuisines collectives là, respectives. Et juste à côté de nos espaces de jardinet avait le Jardin Jeune, qui est un camp de jour destiné aux jeunes là, de 7 à 13 ans. Et vite est née en moi l'idée de dire pourquoi qu'on les fait séparer? Pourquoi que d'un côté, il y a les cuisines collectives qui viennent les soirs et les fins de semaine et que pendant la journée, il y a les jeunes, mais en fait, jamais ils se côtoyaient. Donc, après 3 ans là, d'expérience là-bas et des enfants au travers de tout ça, mon conjoint et moi avons décidé de déménager à Donham. Et là, vraiment, c'est implanté l'idée là, fort en moi de réaliser ce projet-là où, en fait, les aînés et les enfants auraient à se côtoyer dans un jardin. Donc, en fait, c'est né comme le disait M. Bertol, là, c'est une subvention qui m'a permis de mettre en place un peu
on pourrait dire un projet citoyen, en fait. Et forte de l'expérience, après 1 an, c'est devenu évident qu'un OBNL devait naître de ça et de propulser, en fait, cette idée-là qu'on caresse dans l'imaginaire, mais qui est quand même difficile étant à le concrétiser, là, vraiment, de faire rencontrer les générations, c'est pas si facile que ça. Puis on le sait que même pour mobiliser nos communautés, souvent, ça demande un grand effort. Donc, c'est ça. Donc, plusieurs bénévoles se sont joints aux activités, des séances d'ouverture de corvées collectives ont eu lieu, puis vite, un engouement s'est créé là, dans notre village là, à petite échelle. Je vais vous partager mon écran, puis je vous parlerai un peu du développement là, de notre initiative. Qui aujourd'hui a 8 ans. Quand même. Donc, le premier projet pilote a eu lieu durant l'année 2014. Donc, maintenant, en 2021, on est à l'accomplissement de notre 8e saison. Donc, évidemment, dans les premiers temps, c'était simplement un petit jardin collectif de 450 pieds carrés. Et au fil des années, on a eu, vous connaissez probablement là, le financement Nouveaux Horizons pour les aînés qui supporte beaucoup des projets d'implantation qui touchent les aînés, dans le fond, dans nos communautés. Donc, on a eu un généreux don de Nouveaux Horizons pour les aînés pour construire une serre collective qui allait nous permettre, de rassembler les gens de la communauté dès le mois de mars, de leur permettre de démarrer leur semis. Nous, notre objectif, ce n'était pas nécessairement que les semis aillent dans notre jardin, mais surtout que les gens aient un peu comme l'étincelle de se dire, ben, je suis capable, moi aussi, je n'ai pas besoin d'être un agriculteur pour partir mes semis, je vais venir en gang, on démarre nos semis. On avait seulement un tour d'arrosage par semaine, étant donné que la force du nombre fait qu'on n'est pas obligé d'y aller 2 fois par jour, bichonner nos petits bébés. La force du groupe faisait qu'on pouvait continuer à avoir une vie parallèle en plus d'avoir nos bébés qui poussaient dans la serre. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, la serre accueille 16 familles différentes et les 200 élèves de notre école primaire, comme le disait, qui est à 500 mètres à pied, occupent 4 tables. Donc, sur un potentiel là, de 12 tables, on accueille plus ou moins 250 personnes dans la serre. Donc, c'est vraiment un besoin. Là. Ça prend une semaine de combler toutes nos places. Alors, c'est vraiment un de nos gros coups de cœur, là, la serre collective. Un autre projet qu'on a mis en place, c'est le projet Les Fleurs de l'âge. Nous, on travaille en arrière d'une résidence de personnes âgées et cette résidence-là a la particularité d'accueillir beaucoup de gens qui souffrent d'Alzheimer. Donc, pour nous, c'est difficile d'encadrer et à la fois un groupe d'enfants et à la fois des personnes qui pourraient avoir des syndromes de l'errance qu'on appelle, donc qui pourraient comme décider d'aller prendre une marche dans le village et ne plus revenir. Donc, c'était un peu difficile pour nous d'encadrer tout ça. Donc, on a créé le projet Les Fleurs de l'âge qui, en fait, amène les fleurs à la résidence. Donc, tout autour là, du balcon de la résidence, on fait pousser des fleurs, des fines herbes et quelques légumes, là, soit en panier suspendu ou en pot. Et les fleurs, les enfants sont en charge du projet récolte des bouquets de fleurs donc pour égayer là, la salle communautaire de la résidence. Ceux qui sont assez autonomes, évidemment, sortent au jardin, mais c'est ça. Il y en a une grande majorité qui ne peuvent pas sortir seuls. Tout au long de l'été, on accueille aussi les enfants du village et les aînés autonomes du village et de la résidence, ceux qui peuvent, pour, dans le fond, leur prodiguer là, certains cours par rapport à des connaissances vraiment en horticulture, donc pour qu'ils puissent eux-mêmes être capables de faire pousser leurs légumes. Et vous voyez que quand même, on réussit à avoir une production qui est bien rentable. Donc, on la fait autant dans la serre, comme vous voyez à droite, qu'en plein sol, qui est à gauche. Ce que vous voyez juste là, le bâtiment gris, c'est la résidence de personnes âgées. Donc, vraiment, on est dans leur cours. Là. Ils ont accès pour venir se promener comme ils veulent dans le jardin et dans la serre. C'est vraiment aussi accessible là, tant qu'ils veulent. Ouais. J'imagine pour les questions, là, je répondrai plus tard. Donc, si jamais j'y vais un peu en rafale là, parce
parce que je vais clore, mais n'hésitez pas si vous avez des questions plus tard. Donc, aussi pour rendre l'activité, disons, l'expérience au jardin plus agréable et très inclusive, pour permettre aussi des moments d'échange, parce que c'est une chose jardiner, c'est pas tout le monde nécessairement qui a la fibre d'être à 4 pattes désherbé, mais quand même, le lieu de rencontre reste, disons, le cœur du projet. C'est une excuse, le jardinage. Tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Moi, ma passion, c'est l'agriculture. Mais l'objectif, c'était surtout de créer un lieu qui allait permettre aux gens de se rassembler, d'échanger et de tisser des liens dans la communauté. Donc, tu sais, je vous parle de ça aussi. Toutes ces réflexions-là ont eu lieu dans les 8 dernières années. Donc, évidemment, qu'ils ne sont pas tous arrivés au même temps. Mais le 5 à 7 horticole festif est un lieu justement de rencontre où est-ce qu'en échangeant, buvant un petit verre, on prend du soleil, on désherbe un peu, mais c'est surtout créer un moment, là, tu sais. Récemment, on a mis en place aussi la sortie au village. On a la chance d'avoir une coop maraîchère, donc qui font de l'agriculture biologique dans notre cours de l'école. Donc, chaque classe est amenée 3 fois pendant l'automne à sortir et aller rencontrer les maraîchers. Donc, parce que c'est une chose faire de l'agriculture de petite échelle là, avec un jardin de 1300 pieds carrés et une serre équivalente, que d'aller vraiment voir là, les légumes qui poussent dans un champ où est-ce qu'ils font 250 paniers bio par été. Donc, on a la chance d'avoir l'agricultrice qui représente aussi Crocarium. Donc, ça se fait toujours un grand plaisir là, d'accueillir les enfants du village. Les 9 classes y passent et tout autant, ils ont beaucoup de plaisir. Donc, un de nos derniers bébés, c'est vraiment, on en parlera aussi dans les défis en jeu plus tard, c'est le financement. Hein. L'autofinancement de nos activités reste un perpétuel questionnement, en fait. Là, c'est toujours dans cet objectif-là qu'on continue d'avancer, c'est d'être capable de toujours développer en conservant notre mission. Et un des projets qu'on a mis en place, c'est le service d'implantation et d'accompagnement, dans le fond, là, des jardins collectifs intergénérationnels dans les autres villages. Donc, nos principaux endroits, c'est vraiment les OMH, là, on peut appeler aussi les HLM, là, dans le fond, des lieux là, d'habitation à loyer modique. Donc, on implante des jardins et on fournit l'accompagnement tout au long de l'été à cette clientèle-là. Le ROC, en fait, c'est le regroupement d'organismes communautaires. Donc, on a CPE, Camp de jour, Maison des jeunes, Club d'âge d'or qui jardinent dans un même espace. Pas toujours en même temps, mais quand même, ils ont chacun leur tour et évidemment, ils se côtoient soit dans les fêtes, des fois là, dans les battements d'activités aussi. Donc, ça permet vraiment des lieux qui sont très riches. Donc, et pour conclure, bien évidemment, bon, il y a les cuisines collectives, là. Donc, il y a deux volets à nos cuisines collectives. Le premier, c'est vraiment une cuisine collective là, qui est concentrée sur les adultes. Donc, les adultes viennent au chalet des patineurs. On récolte une partie des produits du jardin et de la serre pour faire des recettes. Donc, où est-ce que les aînés et les adultes, surtout, là, viennent et se cuisinent des plats pour emporter chez eux. Pour certains qui n'ont pas l'occasion de cuisiner en famille, ça les sort un peu, ça brise l'isolement. Et un autre aspect, c'est ce que vous voyez, la photo, c'est dans l'école primaire. Donc, les aînés du projet et les enfants sont amenés à confectionner des petits pots. Là, vous voyez Madeleine qui est en train de faire son beurre de pomme. C'est beurre, pomme au micro-ondes. C'est du beurre de pomme. C'était sa recette. Alors, chacun nous partage leur coup de cœur et on vend ça là, au marché de Noël de notre village aussi pour un peu donner l'entrepreneuriat aux jeunes et créer une source d'autofinancement pour le projet. Et je conclus là-dessus parce que je sais que j'en aurais beaucoup à dire, mais la programmation culturelle, c'est notre volet, pas jardinage, mais au jardin. Donc là, vous voyez, il y avait une activité, c'était yoga cerceau. Il y en a, c'est des soirées de poésie, soirées de musique, danse, on a eu yoga, même il y a des clowns qui sont venus. Donc, en fait, l'idée, c'est d'attirer les gens et de voir le jardin comme sous une autre facette, donc de profiter du lieu, de se faire émerveiller par le lieu, mais d'être attiré peut-être là, par autre chose là, que l'agriculture si ce n'est pas leur passion comme moi. Alors, voilà, je pense que j'ai déjà utilisé tout mon temps. Je vais arrêter ma présentation. Merci, Élise, pour cette belle introduction très intéressante et passionnée
ce projet, la récolte des générations, qui, je ne commenterai pas de façon étendue parce qu'on a une belle période de discussion à suivre les présentations, mais qui nous rappelle que l'agriculture urbaine peut être à la fois un vecteur de relance post-pandémique, notamment auprès des aînés qui ont quand même pas mal souffert des diverses restrictions de la dernière année, mais qui nous rappelle aussi, c'est là-dessus que je vais faire le lien avec Mme Héniche, notre prochaine intervenante, que la pratique de l'agriculture urbaine ou périurbaine, enfin, est vraiment une bonne façon de créer des liens sociaux. Donc, et évidemment intergénérationnels. Donc, sur ce, intéressons-nous maintenant à la question du compost communautaire. Donc, j'inviterai Mme Héniche à prendre la parole pour à peu près 5 minutes et peut-être à partager votre écran si vous avez un support documentaire. Caroline, s'il vous plaît. Merci. Je vais partager ça. Élise, tu m'inspires beaucoup à faire des petits projets sub-projects. Ça fait que je vais partager mon écran. Bon, OK, le projet de serre. Je vais expliquer premièrement. On est dans le nord de Québec. On est les derniers nomades de l'Amérique du Nord. La communauté, ça a toujours été une petite communauté. Puis, on commençait à la vie sedentary life dans les années 50, 54. Ils ont parti du Nord pour venir travailler ici, pour travailler dans les mines. Alors, c'était des nomades. Et puis, là, on a commencé le projet de serre. Puis, c'est nouveau. Puis le monde ne connaît pas trop ça encore, le jardinage. Moi, je connais ça. J'ai déjà eu un jardin à Pointe-Gatineau, un jardin communautaire. Et puis, ma soeur, elle a le jardin. Ma soeur Linda, elle a fait pousser les herbes, des herbages comme le basilic, puis des affaires de même. Et puis là, la serre, il y a eu une Call of Projects qui a sorti. Et puis, on a appliqué dessus. On l'a eu. Et puis, là, le projet a commencé en septembre 2019. Mais après ça n'a pas pu continuer à cause de la COVID. ça a tout ralenti. Même là, ça ralentit. Ça fait que il y avait beaucoup de projets individuels qui ont commencé ici depuis là. Ça fait qu'on a déjà du monde qui sont intéressés à faire pousser les légumes et les affaires. Alors, là, on a beaucoup de... J'ai trouvé quelqu'un pour faire la formation pour la communauté puis installer la serre. En plus, il est cook. Puis on a parlé faire des... comme maintenant, quand on va récolter, faire une souper communautaire pour que le monde puisse goûter une grosse différence. Parce que quand on reçoit les légumes, c'est fade, ça ne goûte pas pareil. Ça fait que je vais parler sur le plan de l'environnement. Avoir un projet ici, là, ça va être bon parce que avant, on achetait ça dans le sud. Dans le sud, ils utilisent il faut qu'ils mettent ça dans les boîtes, il faut qu'ils mettent des plastiques. Tandis qu'ici, quand ils vont venir chercher leur affaire, ils vont amener leur propre contenant. Ça fait que c'est bon pour l'environnement de même. Parce que les cartons, ça prend des arbres, de l'eau, le gaz, puis ça cause l'effet de serre. Et puis, on va avoir un meilleur accès pour se nourrir, pour nourrir la communauté. C'est une grosse responsabilité quand même. Ça va complémenter la nourriture, comme on mange du caribou, l'outarde, des poissons. Ça fait que ça va être full santé. Aussi, pour les impacts intergénérationnels, comme on était chasseurs, c'est comme vraiment intégré dans la culture, la chasse. Toutes les techniques, comment chasser, comment préparer le caribou sans rien gaspiller. Ça fait que ça, avec
Puis en plus, le caribou, il n'y a pas de chimique dedans, c'est pas traité, puis c'est frais. Et puis là, ça, comblé avec les plats, ça va être bon pour la santé, puis ça va combattre le diabète. Tu sais, le diabète, c'est comme une épidémie partout. Et puis là, ça va aider à enlever la diabète. Si on accès à plus de fruits, fruits et légumes, parce que quand ils amènent les grosseries ici, le lendemain, il n'y a quasiment plus de légumes, plus de fruits. Qu'est-ce qui reste, c'est quelque chose que le monde ne veut pas acheter. Comme exemple, les bananes, ils vont être déjà noirs. Ils vont être juste bons pour faire les gâteaux. Ça fait que ça, c'est pas bon. Mais c'est sûr, on ne me ferait pas pousser des bananes ici, là. Dommage. Ça fait que là, il y a des choses qu'on ne pourrait pas pousser ici, mais à un moment donné, on va adapter c'est quoi la demande de la communauté? C'est quoi qu'on va pousser plus? Par exemple, moi, j'aime beaucoup ça, la menthe. Puis le monde, ici, la majorité du monde, des patates. Ça fait que s'il y a juste 2-3 personnes qui aiment la menthe, on ne fera pas beaucoup de ça. Ça fait qu'il faut aussi travailler pour ajuster qu'est-ce qu'on va faire pousser pour la communauté, parce que c'est une serre communautaire. Et puis, ça va aider les jeunes aussi ça va introduire les légumes frais aux jeunes. Dans la serre, on a une place pour l'école. On a divisé ça. Ça, c'est des plans qu'on fait. Une section pour l'école qu'ils puissent utiliser pour éduquer les jeunes. On a une section pour la garderie, pour que la garderie ait des fruits et de la nourriture frais pour nourrir les enfants. Et puis, ils vont apprendre à pousser ça, puis ça va être enseigné. Il va y avoir beaucoup de formation pour faire pousser les légumes. Puis ça, c'est tout nouveau. La serre est là, il est vide. On entend encore que les affaires arrivent par train. Ça va être installé, mais je ne sais pas si on va pouvoir faire du samage. On est rendu à fin de mai. Et puis, mais on va avoir du monde qui vont s'occuper de ça. On a aussi des installations pour faire des composts. Mais ils ont de la misère à trouver quelqu'un pour s'occuper de ça. Ça fait que c'est pas solide encore. Mais j'en vais venir à un moment donné. Et puis, les enjeux et les défis actuels, pour le moment, la serre est tout nouveau. Comme il y a beaucoup de monde que, pour moi, le jardinage est loin, peut-être inaccessible. Mais là, avec ça, j'espère qu'ils vont développer une passion pour avoir les légumes frais. Je suis sûre qu'il y en a ici qui n'ont jamais goûté à une piment qui vient d'amener dans le jardin. Tous les légumes venaient du magasin, puis c'est vraiment fade. Excuse-moi l'anglais, là. Je ne suis jamais allée à l'école en anglais, en français. J'ai appris ça de même. Et puis, je me débrouille bien, je trouve. Comme des fois, il y a du monde qui ne sont pas contents. À un moment donné, je voulais aller chercher un navet. Et puis, je me suis plainte. J'ai dit, il n'y a pas de navet, c'est quoi ça? J'ai dit, vous pour aller essayer de nourrir juste une personne, la communauté avec un navet. La prochaine commande, on m'a dit qu'il y avait des navets. Ils ont trop commandé. Anyway, ça fait que il faut balancer, tu sais, pour fournir la communauté. Mais une chance qu'on a un autre magasin dans l'autre ville, que le monde, quand ici, c'est vidé, il y a là. Parce qu'il ne veut pas trop gaspiller. Il y a déjà beaucoup de pertes.
le monde qui ne veut pas acheter des légumes qui ont de l'air vraiment, qui sont pas frais, comme les salades qui sont toutes molles à cause qu'ils sont vieux, parce que des fois, ça peut prendre une semaine avant que ça arrive ici. Comme si ça part de Québec, exemple, là, ça monte ici seulement une fois par semaine, la nourriture. Ça fait qu'on ne sait pas combien de temps ça a été récolté, combien de temps ça a traîné dans les boîtes. Avant que ça arrive ici, c'est déjà... si tu es capable de récupérer la moitié d'une salade, on est chanceux. C'est à ce point-là. Puis aussi, pour trouver c'est quoi qu'on va pousser, ça va dépendre de la communauté. On sait déjà c'est quoi qu'on mange, comme les carottes, les patates, les navets, cabbage, chou-fleur. Ça, c'est des choses qu'on sait, mais on veut savoir s'il y a d'autres choses qu'ils voudraient avoir. Et puis, à un moment donné, on va balancer ça, c'est quoi qu'on va pousser. On va rencontrer la demande faite par la communauté. Ça fait qu'à un moment donné, on va peut-être faire pousser des fleurs aussi. Ben, ça, c'est un projet, un little sub-project, parce que quand on a un décès, ils font venir des fleurs de cette île, puis ils sont très chers. Puis on a beaucoup d'artistes ici qui sont capables de préparer des wreaths puis des fleurs pour présenter s'il y a quelqu'un qui nous quitte. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie beaucoup, Caroline, pour cette présentation qui était vraiment une belle introduction. Je conviens que c'est une expérience extraordinaire qui, vous l'avez bien expliqué, est vraiment pas facile à réaliser, le projet de serre communautaire. Ça me rappelle, on va pouvoir revenir aux questions ultérieurement. Okay. Après vous inquiétez pas, on a beaucoup de questions pour vous, mais ça rappelle effectivement l'importance de la question de l'autonomie alimentaire, donc oui. La diversification. Moi, avant de céder la parole à Catherine, j'ai une petite anecdote personnelle. J'ai habité pendant quelques mois, il y a quelques années, au nord de la Sibérie avec les Samis. C'était effectivement, on avait toute la difficulté, puis pourtant les villes russes sont quand même assez déployées dans l'Arctique, mais on avait toute la difficulté à être ravitaillés en légumes. Donc, je conviens de la pertinence de votre expérience. Et on pourra, évidemment, on aura des questions. Merci beaucoup, Caroline, c'était très apprécié. Donc, je me permettrai maintenant de céder la parole à Catherine Gaulin, donc, qui va nous parler du comité relève du réseau environnement. Donc, Catherine, je vous donnerai à peu près 5 minutes. Oui. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas de présentation, par contre, moi, à vous montrer, mais je vais juste parler de nos projets, là. Donc, je participe aujourd'hui comme représentante du comité relève de Réseau Environnement. Je suis coordonnatrice des événements depuis un peu plus d'1 an. Et aussi, comme ça a été mentionné, je suis conseillère en développement durable de profession. Donc, le comité relève, on existe depuis 2016 et on est une quinzaine, peut-être proche d'une vingtaine maintenant de jeunes professionnels et étudiants qui sont actifs dans des domaines liés à l'environnement, donc comme moi-même. Et on est de plusieurs régions au Québec, surtout depuis la COVID, on a pu s'étendre un peu géographiquement. Auparavant, on était plutôt à Montréal. Donc, on est tous des bénévoles et on travaille ensemble en dehors de nos emplois réguliers pour offrir des opportunités à la relève en environnement. Donc, quand on dit relève, ça réfère aux gens de 18 à 35 ans qui sont étudiants ou professionnels dans notre domaine. Donc, notre objectif, c'est l'intégration de la relève à la communauté d'experts en environnement en favorisant les échanges intergénérationnels et le partage de connaissances. Donc, ici, on vise l'action intergénérationnelle plutôt sous un aspect professionnel. Donc, on a quelques initiatives pour travailler là-dessus. La première que je vais vous présenter, c'est le défi changement climatique, le D2C. Donc, ça, c'est ma préférée. J'ai beaucoup travaillé là-dessus pour l'édition cette année et celle de l'année dernière aussi.
Donc, le D2C, c'est une compétition d'études de cas qui met de l'avant l'esprit d'initiative, la créativité des jeunes dans les domaines liés au changement climatique. Donc, le concept, c'est plusieurs équipes de, disons, 4 ou 5 personnes qui s'affrontent pour résoudre une problématique liée au changement climatique dans un blitz. Donc, ils vont avoir des blitz de travail et d'équipe pour créer une solution à une problématique. Et ce qui est vraiment super avec ça, grâce à des partenariats avec des entreprises, organismes ou des municipalités, à chaque année, on sélectionne un enjeu réel et concret qui peut être adressé. Donc, les participants vont travailler sur quelque chose qui est réellement un défi pour une organisation au Québec. Donc, l'année dernière, c'était la Ville de Québec, notre partenaire. Pour les participants qui sont des jeunes professionnels et étudiants universitaires, c'est vraiment une super opportunité d'apprentissage, de formation, en plus de pouvoir faire entendre nos voix à des acteurs importants dans le domaine. Donc, on peut proposer des solutions innovantes, concrètes et durables à des enjeux environnementaux qui sont réellement rencontrés au Québec par des organisations et on peut les présenter directement à eux, ainsi qu'à un jury d'experts dans le domaine. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour faire entendre notre voix. Et aussi pour les partenaires qui fournissent l'étude de cas, pour eux, c'est la chance d'entendre notre perspective, d'entendre une perspective différente et de bénéficier de la créativité de la relève. Donc, voilà, ça c'est pour le D2C et cette année, ça va avoir lieu à l'automne. Donc, si vous voulez voir ça, surveillez les publications Facebook ou LinkedIn de Réseau Environnement. Une autre initiative qui est gérée par un de mes collègues, c'est le programme de mentorat. Donc, c'est un programme qui propose un jumelage entre les jeunes de la relève et des professionnels d'expérience en environnement. Donc, c'est des rencontres qui sont bénéfiques et valorisantes pour tous qui y participent. Et ça facilite la création de liens entre les générations dans le domaine professionnel, donc les gens qui sont plus expérimentés, les gens qui sont plus juniors, disons. Il y a eu une première cohorte qui a eu lieu déjà. Et puis, la COVID a interrompu ce qui devait être la deuxième. Donc, le projet, en ce moment, on travaille dessus pour pouvoir le relancer. Et finalement, on fait aussi périodiquement des événements de réseautage, mais évidemment, ça aussi, ça a été interrompu par la COVID. Donc, pour parler un peu aussi là, de notre lien avec Réseau Environnement, en tant qu'entité faisant partie d'un organisme reconnu, on a quand même plusieurs avantages. Donc, Réseau Environnement, si vous ne connaissez pas déjà, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe l'expertise professionnelle en environnement et qui offre plusieurs opportunités de réseautage, de formation et de aussi exprimer des opinions aux acteurs publics. Donc, ils font beaucoup de choses différentes dans le domaine de l'environnement et le comité relève, on bénéficie de leur appui. Donc, on a accès à leur grande communauté professionnelle et aussi, on a accès à des rabais pour le membership et à des événements. Donc, ça aussi, c'est un petit avantage pour les bénévoles dans le comité relève. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour ce qui est du comité relève. Puis, je vais plus parler de comment on aborde les défis, tout ça, pour les prochaines rondes. Je vais garder un peu d'informations pour plus tard. Merci beaucoup, Catherine, pour cette belle introduction. Je ne connaissais pas le D2C, mais là, vous avez piqué ma curiosité. Je dirige aussi un baccalauréat en développement durable du territoire, donc là, c'est sûr que ça m'intéresse. Donc, on aura beaucoup de questions pour vous. Donc, merci, Catherine, c'était très apprécié, cette introduction. Donc, je céderai la parole maintenant à Nadia Karina Ponce-Morales, qui sera accompagnée aussi, je pense, je ne sais pas, Nadia, à ce stade-ci, mais d'une collègue étudiante, donc Mme Alice Lapointe. Et Nadia et Alice, potentiellement, donc, vont nous présenter un projet qui s'appelle Hectare urbain, donc la politique de développement durable de HEC et dans les milieux universitaires déjà bien connus. Donc, je suis content que tout un chacun puisse en bénéficier. Nadia, voudriez-vous nous présenter en à peu près 5 minutes à ce stade-ci les grandes lignes de votre projet d'agriculture urbaine, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. Bartol, et merci beaucoup aux collègues panélistes. Vraiment,
j'ai pris plein de notes. Vous m'inspirez beaucoup parce que je pense que dans les domaines intergénérationnels, cet échange de connaissances, d'expériences, c'est vraiment le principal atout qu'on a en commun pour nos différents projets. Donc, merci encore. Je vais partager mon écran, mais comme vous allez voir, c'est vraiment un support visuel pour tenter d'illustrer avec des images mes propos. Puis, en fait, Hectare Urbain, c'est vraiment un projet de permaculture au sein d'HEC Montréal. On est vraiment une école de gestion qui a été fondée pour offrir une formation de qualité aux Québécois francophones et qui, en fait, vient de renouveler sa mission. Après des années où l'école s'internationalise, on est reconnu par notre expertise et notre enseignement. À la fin d'un processus de planification stratégique, on se dit, mais pourquoi on veut miser cette excellence? Quel impact on va avoir sur la société? Et en fait, on a renouvelé notre mission, notre stratégie pour dire, c'est vraiment pour former des leaders responsables et engagés envers le développement durable de leur communauté. Donc, dans les prochaines années, on va continuer vraiment à modifier nos activités, essayer vraiment d'intégrer la responsabilité sociale, le développement durable au cœur de nos actions. Donc, c'est vraiment un bon contexte pour Hectare Urbain de continuer à évoluer. C'est en fait, Hectare Urbain, c'est un projet qui a commencé comme une initiative étudiante. Il y a des étudiants qui étaient passionnés de permaculture, qui sont venus voir la direction à l'époque et qui ont dit, on a vraiment des espaces gazonnés autour d'HEC Montréal. C'est beau, mais on pourrait faire quelque chose de plus intéressant et plus écologique sur le terrain. Donc, ça, je vous parle d'il y a 7 ans, bientôt. Et en fait, la direction a dit oui, on va vous soutenir. Et vraiment, au fil des années, on a vraiment bâti, planté plutôt une forêt nourricière des 5400 mètres carrés. C'est vraiment, on a essayé de reproduire cette strate qu'on trouve dans une forêt. Il y a seulement l'aspect champignon qui a plus ou moins bien fonctionné, mais qui aussi, pourquoi pas dans le futur. On a vraiment des activités de sensibilisation à la sécurité alimentaire, dont un mini programme de conservation des semences rustiques ancestrales. Comme vous le savez, un des gros problèmes au niveau de la sécurité alimentaire au niveau mondial, c'est vraiment l'accès à des semences à pollinisation libre. On a implanté 2 ruches. Et on a aussi planté beaucoup de fleurs autour pour assurer que la bonne santé des ruches mellifères, mais aussi des pollinisateurs qui se trouvent au Mont-Royal. En fait, on est vraiment au flanc du Mont-Royal, qui est en soi un écosystème urbain très riche, mais qui est vraiment aussi menacé par beaucoup d'enjeux. Et en fait, l'élément sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est vraiment notre programme de parrainage d'école, qui permet à des étudiants comme Alice, que vous aurez la chance d'entendre, de partager ses connaissances avec des plus jeunes, avec des jeunes des écoles primaires et secondaires. On a eu une défi dans la dernière année, évidemment, avec toutes les incertitudes, la charge de travail immense au sein des écoles qui, pour certaines, ne leur permettaient pas de continuer à travailler avec nous pour une période d'une année. On espère vraiment reprendre. Maintenant, on a plus de certitudes, on espère que la situation va s'améliorer, mais on travaillait avec 6 écoles, on a dû prendre une pause, mais là, on recommence les programmes et je vais vous montrer quelques images des activités toutes récentes. Donc, vraiment, le projet nous permet d'avoir un échange intergénérationnel assez intéressant. À gauche, vous pouvez voir ma collègue Daphné qui travaille comme bibliothécaire à l'université, puis qui, en fait, c'est notre championne pour former, transmettre ses connaissances en matière de conservation des semences, démarrage des semis, identification des plantes, compagnonnage. Elle est vraiment impliquée dans les projets depuis le début.
Puis à droite, vous pouvez voir en fait certains de nos étudiants qui travaillent fort à préparer un potager dans une école, mais qui s'impliquent vraiment dans la sensibilisation de leurs pairs, qui bénéficient des connaissances de Daphné, mais qui en fait, pour moi, en tant que personne à mi-carrière, je n'ose pas dire chevronnée parce que mon expertise, c'est en gestion et développement durable. Donc, j'apprends beaucoup aussi à la fois des connaissances que certaines de mes collègues étudiants rapportent. Il y a certaines qui ont des formations en permaculture, d'autres qui ont déjà, par exemple, animé des projets similaires dans leur communauté ou qui ont juste cette curiosité naturelle. Comme Catherine l'a mentionné, des fois, cette question de dire « As-tu pensé déjà à ça ou avais-tu vu cet enjeu d'une autre manière ?» Des fois, ça peut être vraiment une étincelle pour résoudre un enjeu ou vraiment mettre en place un projet qu'on pensait qui n'était pas réalisable. Puis en fait, le volet de parrainage des écoles nous permet vraiment d'animer des classes. Parfois, on a fait une expérience assez intéressante à Montréal-Est, qui est une zone de Montréal qui est vraiment près des raffineries. Il y a vraiment un déficit en matière d'espace vert. Et on a travaillé avec 12 enseignantes qui avaient vraiment le goût d'intégrer la permaculture, la biodiversité au sein de leur curriculum. D'habitude, on fait l'animation, on fait l'accompagnement pour vraiment démarrer des potagers. Puis les potagers vont vraiment prendre la forme que la grande communauté de l'école souhaite. Plus récemment, on a commencé à travailler au quartier Saint-Michel. Vous voyez une photo plus récente, style COVID, de notre équipe bénévole et expert pour vraiment, on a vraiment impliqué les enfants au niveau du service de garde. C'est eux qui ont fait la conception du potager. On leur a juste proposé, bon, écoutez, voici des plantes qui s'est mis au soleil, observez votre cours d'école. Il y a eu vraiment différentes activités, des plantations avec les petits, vraiment allant de la maternelle jusqu'à 4e année. On accueille des fois aussi des petits et des jeunes du secondaire sur notre campus. Vous voyez une image à gauche d'un exercice qui c'est assez populaire pour montrer les interrelations dans les écosystèmes. On a invité aussi des jeunes du secondaire qui prennent part à un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Pour dire, vous pouvez commencer à penser à l'entrepreneuriat avec des différents modèles d'affaires, différentes initiatives qui peuvent faire du bien à l'environnement et à la société. Et vraiment, l'impact qu'on veut vraiment avoir, c'est vraiment susciter ou renforcer des valeurs, des comportements, des attitudes chez nos étudiants en gestion. On n'a pas la chance d'avoir des experts en biologie, en agronomie au sein du campus. Ça, c'est un de nos défis. De dire, on a vraiment des chercheurs, des professeurs en gestion dans les différents sous-domaines. On a des étudiants en gestion, mais on a aussi, ça devient aussi un avantage parce que c'est des personnes qui probablement s'étaient jamais intéressées de façon concrète à faire pousser des choses ou qui avaient le goût de le faire, mais qui ne trouvaient pas un moyen de concilier ça avec leurs études. Et là, on veut vraiment parler davantage des permacultures humaines, s'inspirer des observations de la nature pour penser peut-être à des façons de gérer des organisations de façon plus collaborative, repenser, par exemple, la gestion des ressources humaines. Et je vais en fait continuer, je vais laisser ma collègue Alice, qui est étudiante au baccalauréat et qui en fait, c'est vraiment une de nos champions pour mobiliser ses pairs au sein d'HEC Montréal. Alice, c'est vraiment une de nos étudiantes très inspirantes. Non seulement elle performe bien à l'école, mais elle aussi entreprend ses propres projets. Donc, un projet qui s'appelle Course partagée, qui vise vraiment à briser l'isolement
des aînés, des personnes à mobilité réduite par l'accès à des courses qui se font avec des chaises spéciales. Puis il y a des personnes qui peuvent en fait pousser les chaises pour pouvoir avoir une activité physique puis un lieu de rassemblement. Mais je vais vraiment laisser parler Alice de son expérience avec les projets qui va vraiment vous illustrer l'impact qu'on peut avoir et aussi la richesse que des étudiants comme Alice nous apportent au projet. Merci beaucoup, Nadia, pour cette belle introduction. Dans le fond, moi, ça fait environ 1 an que je travaille et que je m'implique avec Hectare Urbain. Puis, si je peux dire, une des forces du projet, c'est qu'actuellement, notre comité exécutif n'est pas seulement composé d'étudiants comme à l'habitude on peut retrouver dans les associations classiques en université. Donc, on retrouve des employés, des étudiants et aussi des professeurs. Donc, je pense que c'est intéressant parce qu'on amène vraiment plein d'échanges en termes de connaissances, de perceptions, puis ça accélère et catalyse vraiment des projets qui sont créatifs et innovants. Je peux penser un exemple particulier en ce moment, on est en train de regarder comment on peut faire rayonner le projet d'Hectare Urbain davantage dans la communauté universitaire. Comme Nadia a dit, c'est un défi de faire connaître un projet à des gens qui n'ont peut-être pas un intérêt acquis en agriculture urbaine. Puis, il y a une étudiante qui a proposé une idée d'installer une bibliothèque de semences à l'intérieur de la bibliothèque d'HEC. Puis, Daphné, qui travaille à la bibliothèque, a dit, bien, nous, on a les ressources, on va pouvoir le faire. Donc, tu sais, ça... Ce tout-là, entre les générations, permet vraiment de toucher le plus possible tout le monde de la communauté universitaire, pas seulement les étudiants. Puis, par rapport au programme de parrainage école, j'ai travaillé avec les maternelles au service de garde. Puis, tu sais, a priori, c'est quand même difficile de sensibiliser les jeunes de maternelle sur des notions de permaculture. Donc, on y va plus par l'observation, le toucher, le goût. Puis, tu sais, c'est intéressant de voir qu'en ce moment, notre impact n'a pas l'air si grand que ça, mais on est en train de semer des graines qui, dans le futur, on est en train de développer cette conscience-là environnementale chez les jeunes, puis on pense vraiment qu'à long terme, ça va avoir un impact bénéfique sur la citoyenneté puis la communauté. Merci. Merci beaucoup, Alice. Merci, Nadia, pour cette belle introduction. Je connaissais peu le projet Hectare Urbain, mais je conviens du fait que mener une entreprise de permaculture en milieu urbain, c'est tout un beau défi, mais certainement une contribution manifeste à une certaine forme de transition écologique. Je vais passer, c'est sûr qu'on aura des questions pour vous, mais juste peut-être une petite piste comme ça. Peut-être qu'effectivement, les universités ont toutes leurs configurations, puis HEC, évidemment, dans le secteur de la gestion, notamment la chaire de la gestion de l'énergie, mais il y a des réseaux quand même interuniversitaires comme le CIROD, le Centre interuniversitaire sur l'opérationnalisation du développement durable. J'imagine qu'il doit y avoir des membres de HEC. Ces réseaux-là sont des bonnes façons aussi mais ça, Nadia, vous connaissez déjà tout cela. Donc, merci en tout cas pour cette belle introduction. Puis on a hâte de voir au sens figuré les fruits de la forêt nourricière parce que c'est évidemment une chose qui nous intéresse. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans vos introductions qui recoupaient un peu les questions à titre que je vous avais suggérées. Donc, je vais y aller peut-être un peu plus librement. Et on a devant nous une trentaine de minutes avant d'ouvrir aux questions des gens qui nous écoutent. Donc, je vous poserai peut-être, puis on pourrait peut-être, je vais recommencer par Élise, ensuite je demanderai à Caroline. Je vous demanderai simplement, parce que vous avez parlé d'écologie, d'environnement, vous avez parlé évidemment de liens sociaux, je vous demanderai qu'est-ce que le lien intergénérationnel apporte à votre projet? Donc, de quelle façon les liens entre les générations participent à votre projet, bonifient votre projet ou qu'est-ce que ça apporte finalement comme plus-value? Est-ce qu'Élise, on pourrait vous essayer de vous soutirer une réponse liée à, oui, à un des volets de la récolte, s'il vous plaît? J'y vais, je me lance. En fait, j'ai la profonde conviction que par la parole sage, on peut dire, de conseils de nos aînés, nos jeunes vont se faire
influencer, ils vont avoir un contact plus proche avec la nature qui les entoure, avec l'environnement, que si ça passe, disons, là, par le virtuel, évidemment, ou même la force d'un documentaire, là, c'est sûr que ça peut être là, mais de se faire raconter des histoires, comment est-ce que ça se passait dans son temps. Nous, c'est sûr qu'on c'est particulier. Tantôt, vous parliez de projets territorialisés. Nous, c'est sûr que c'est ancré dans la campagne, même si ça se passe au plein cœur d'un village, puis ça peut être associé à de l'agriculture urbaine, là, certainement. Mais ça reste que nos jeunes habitent en campagne, ceux qui viennent pour la plupart là, à l'école. Mais c'est pas parce qu'ils habitent en campagne que nécessairement ils vont aller poser des questions ou qu'ils vont s'intéresser à ce que papy fait ou ce que, quand ils voient la grand-mère en train de jardiner, ils vont trouver ça chouette, mais pas nécessairement toujours avoir la curiosité d'aller poser la question, contrairement au jardin qui se passe dans le village. Les échanges sont comme plus centrés parce que c'est ça l'activité qui rassemble, dans le fond, les gens. Donc, j'ai souvent vu des enfants interroger les aînés qui étaient là et les aînés parler très crus sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les impacts, justement le fait qu'on n'a plus le contact avec la pomme de salade qui sort de la terre, de où vient ton légume, de où vient ton bœuf que tu manges dans ton hamburger, de où, comment tu fertilises ta terre, comment tu sais que ça sent le purin au mois d'avril dans l'air. Toutes sortes de questions comme ça, où viennent nos cocos, ça paraît banal en fait quand on a les deux pieds dedans, mais c'est effectivement toutes ces petites actions-là, quand on y va un peu comme du storytelling, moi à mon époque, c'était comme ça. Là, c'est comme si un peu papy, mamie me raconte une histoire. Fait que moi, souvent, là, j'essaie, j'ai déjà vu une jeune qui était en 5e année, puis à chaque année, on utilise ceux de l'ancienne, de la cohorte d'avant pour faire le tour des classes pour essayer d'aller chercher des nouveaux étudiants à l'école. Et une des jeunes, ça faisait au moins 2-3 ans qu'elle participait au jardin. Elle avait commencé en 3e année, elle était rendue en 5e ou 6e. Et dans une des classes, elle m'a toujours frappée. Elle a dit « Non, mais vous devriez vraiment faire le projet jardin. C'est cool parce que maintenant, j'ai des amis à la résidence. » En parlant de la résidence de personnes âgées, c'est comme le plus beau cadeau, se faire dire ça. Là, tu sais que tu as réussi ta mission quand une personne qui vit de l'isolement dans une résidence de personnes âgées, c'est lié d'amitié avec une petite qui vit sa situation familiale particulière. Là. Donc, ouais, je pense que c'est de là qu'il faut tirer la richesse des échanges, du contact humain. Puis, ouais, je pense que ça serait ça. Merci. Effectivement, vous avez parlé de storytelling, mais c'est ça, c'est qu'au fond, je devine que là, il y a, autour de la récolte, il y a une façon de mettre en valeur les savoirs d'usage des aînés aussi, donc leur expérience. Puis, ça m'apparaît quand même assez porteur pour créer puis recréer des liens entre les générations qui, comme il était question hier, des fois ont été un peu altérés par ce qu'on appelle des représentations sociales, donc des idées qui ne sont pas forcément exactes à propos des clivages entre les générations. Oui, tout à fait. Puis, il y en a beaucoup qui sont... C'était ça leur vie. Une dame, elle s'est couchée un soir, elle avait mal à la tête, elle a fait un ACV. Le lendemain, elle avait la moitié du corps paralysé. Mais son rêve, c'était de jardiner avec ses petits-enfants à sa retraite qu'elle allait avoir dans 3 ans. Là, mais pour elle, c'est comme si son rêve n'est pas mort. Oui, elle est dans la résidence. Oui, sa vie a été percutée, là, évidemment. Mais de continuer ce lien-là, c'est comme si elle poursuit sa mission qu'elle avait envie de faire sous une autre forme, mais je pense que chaque individu qui est impliqué dans un projet de partage et d'échange comme ça se nourrit de cette situation-là. Ouais. Bon, on ne sauve pas le monde, mais c'est magnifique de voir ces dynamiques-là. C'est ça, on est un peu au cas par cas, puis c'est un peu ce qu'on disait en introduction, c'est à un certain moment, il faut faire quelque chose aussi. Merci, Élise. Donc, je reviendrai vers vous pour savoir dans quelques minutes, c'est quoi votre principal défi?
Donc, merci. Caroline, vous avez parlé, avant de vous reposer ma question, est-ce que je comprends bien, la serre serait fonctionnelle à partir de l'an prochain, c'est ça? Vous seriez prête à planter donc les semis et tout ça à partir de l'an prochain? Est-ce que c'est ça? Oh, il faudrait ouvrir votre micro, s'il vous plaît. C'est bon. OK, merci. On va essayer de s'aimer des choses que c'est facile à s'aimer, comme des tomates. Ben, le champion qui s'en vient, là, il va être capable de sélectionner c'est quoi qui est le best. Et puis, mais il y avait quelqu'un qui a une idée de faire pousser des choses qui poussent déjà ici dans la forêt. Mais on pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que c'est déjà là. Utiliser la place pour quelque chose pour d'autres choses qu'on ne peut pas avoir ici. Ça fait que moi, l'affaire de intergenerational, je pense qu'on n'aurait pas de problème avec les jeunes parce que nous autres, la culture Nescapis, ça a survécu en transmettant les savoirs, les connaissances qui sont dans la culture. Et puis, moi, je trouve ça formidable, comme les Nescapis, qui sont adaptés vite au changement. Comme mon père, eux autres, ils ne parlaient pas anglais ni français. Puis nous autres, on a appris à parler anglais. Il y en a qui ont appris une autre langue en français, comme moi. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes enfants qui parlent 4 langues. Ça fait que je trouve les Nescapis, qui évoluent vite, là, avec tous les changements, qui s'adaptent même on a même une compagnie de fibre optique qu'on est rendu on va fournir le Nord. Puis la nourriture, ça intéresse tout le monde. On a besoin de ça. C'est une nécessité. Mais maintenant, il faut qu'on apprenne c'est quoi qui cause le diabète. Ça fait que tout rentre là-dedans autour de la serre. Ça touche tout, puis ça touche tout le monde. Ça fait que moi, je pense que les Nescapis sont formidables, comment ils s'adaptent à tout, puis il faut qu'on trouve des solutions pour les subsistances. Ça, c'en est une. C'est une petite communauté, c'est comme toute neuve. Et puis on a besoin de plein d'affaires de la communauté. Puis là, ça c'est une des projets les plus importants dans la communauté. Après ça, c'est le centre de santé, je pense. Là. Ben, à l'école aussi. Ben, ça touche tout. Ça fait que... puis les Nescapis, ils prennent bien soin de la nature. Ça fait que ça, c'est... Mais il y a une génération qui ont mal adapté à bien prendre soin au coin de côté écologique, comme à cause des déchets. C'est pas pareil comme on a beaucoup de choses qui sont non décomposables maintenant, mais maintenant, le monde commence à gérer ça. On a une TRICOM, un centre Waste Management. Ça fait qu'on s'adapte très vite. Très intéressant, hein? C'est sûr, hein, l'idée de la capacité d'adaptation. Puis je suis content de voir aussi l'importance du projet de serre communautaire par rapport à d'autres infrastructures que vous venez de mentionner. Donc, on comprend bien que ça peut devenir un lieu de rencontre aussi entre les plus jeunes vers qui se transmettent les savoirs et les elders, les aînés aussi. Donc, merci, hein, Caroline. Très intéressant. Ça, on va suivre ça avec un intérêt indéniable. Je me retournerai vers Catherine pour vous demander rapidement, là, vous nous avez évoqué les activités du comité relève avec un projet
une espèce de charrette, là, un projet OD2, c'est ça? D2, oui, c'est ça. C'est ça. Bon, excusez-moi. Défi changement climatique. Voilà, le défi changement climatique. Est-ce que dans la façon dont vous voyez les activités du comité, puis par exemple de ce défi-là, est-ce que la question intergénérationnelle peut apporter quelque chose à votre action environnementale, à votre action climatique? Puis le cas échéant, qu'est-ce que ça peut apporter? Ben, c'est une bonne question. Certainement, c'est intégrer, ça fait partie de l'essence du comité relève que notre objectif, c'est d'intégrer les jeunes du domaine de l'environnement avec des experts, avec des professionnels et experts académiques. Donc, c'est un peu de combattre ben pas isolement, mais de la séparation entre les différents niveaux professionnels. Donc, que les réseaux se créent parmi des gens du même niveau d'expérience. Donc, on veut créer des liens entre des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui en ont moins, et avoir des échanges comme ça qui sont bénéfiques pour nous tous. Donc, dans le cadre du D2C, là, particulièrement, là, je sais que j'en parle beaucoup, c'est parce que c'est le projet que je travaille beaucoup dessus. Ben, les participants, ils ont la chance de partager leurs idées avec des gens qui admirent, des gens qui ont des positions importantes dans des entreprises ou des organismes ou dans le gouvernement. Et aussi partager ça avec des experts des milieux académiques et professionnels. Donc, c'est une occasion d'échanger avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous et d'apprendre d'eux et aussi de leur faire connaître un peu notre perspective. Donc, c'est une façon aussi d'élargir notre réseau professionnel. Et il y a aussi le côté là, que je n'ai pas vraiment adressé, les bénévoles dans le comité relève, donc qui organisent les événements et non qui y participent. Nous aussi, on en bénéficie. Donc, on travaille de pair avec nos partenaires et avec Réseau Environnement pour organiser ces événements-là, pour le D2C, par exemple, pour élaborer l'étude de cas. On parle beaucoup avec les partenaires et on se crée des connexions avec des gens qui sont des gestionnaires, qui ont plusieurs années d'expérience, qui peuvent nous apprendre tout plein de choses et aussi dans le fait d'adresser des enjeux vraiment complexes. Quand on débute notre carrière, on n'a souvent pas la chance de travailler sur des enjeux comme ça, parce qu'évidemment, il faut faire nos preuves avant de gérer une problématique très complexe. Mais ces événements-là, c'est notre chance de pouvoir travailler sur un enjeu de très haut niveau dès le début de notre carrière et d'avoir l'aide aussi et le feedback des gens qui sont plus expérimentés. Et pour eux aussi, il faut dire, il y a aussi un avantage pour les gens pour les gens qui sont plus expérimentés. Donc, eux, ils vont avoir notre perspective, ils vont avoir un peu l'opinion de la jeunesse et c'est de plus en plus recherché. Donc, cette année, on n'avait pas eu trop de misère à trouver des partenaires parce quand on a approché des organisations, ils nous ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose comme ça. C'était dans leur plan annuel. Ils veulent atteindre les jeunes, ils veulent plus nous parler, ils veulent avoir notre opinion, ils veulent intégrer nos idées dans leur planification. Donc, c'est une façon d'aller chercher ces idées-là, des idées qui sont souvent innovatrices, créatives, qui brisent peut-être un peu des barrières qu'eux s'étaient imposées à l'époque. Donc, c'est un échange d'idées, vraiment. Tu as des gens qui ont beaucoup d'expérience et des gens qui apportent une vague de fraîcheur et tout le monde peut échanger des idées et en bénéficier. Donc, c'est vraiment dans l'essence, je dirais, le côté intergénérationnel, c'est dans l'essence de ce qu'on fait. On n'existerait pas sans ça. Donc, notre objectif, c'est pas seulement de créer un réseau parmi la relève en environnement, c'est de se connecter avec les professionnels d'expérience. Voilà. Oui, ben c'est ça. Merci beaucoup, Catherine. C'est ce que j'allais effectivement rappeler, que c'est la grande richesse, en tout cas selon mon interprétation, de Réseau Environnement, qui est disséminé quand même très largement au Québec dans les organisations,
municipales, supralocales, dans les entreprises et puis bien plus largement aussi dans les points de formation, même dans les universités. Donc, la question du climat aussi a besoin de tous les efforts. Hein. Donc, l'environnement, ça regarde tout le monde. Donc, écoutez, c'est très riche pour nous. Ça me fait penser, excusez-moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Justement, pour ce qui est Réseau Environnement, qui est un organisme qui a quand même beaucoup de pouvoir dans le domaine, le conseil d'administration, évidemment, c'est des gens d'expérience. Donc, on n'a pas beaucoup de visages en bas de 30 ans, 35 ans. Et nous, on a la chance d'avoir à chaque année une personne dans notre comité qui est élue pour faire partie du comité d'administration de Réseau Environnement. Donc, on a cette énorme chance-là d'avoir une personne qui est un peu comme le visage de la relève dans un comité d'administration qui est très influent au Québec dans le domaine. Ça, c'est vraiment une chance extraordinaire pour nous et pour eux, ça rajoute un peu de diversité dans leur conseil. Tout à fait. Merci, Catherine, pour la précision. Donc, je vais revenir vers vous dans quelques instants pour vous demander c'est quoi le principal défi à l'organisation, quand même assez jeune, là, dans laquelle vous êtes impliqué, donc le comité relève. Donc, je me retournerai peut-être vers Nadia avant donc de passer à ma dernière question. Là, vous nous avez présenté en compagnie d'Alice, puis j'aime toujours les témoignages de nos étudiants, nos étudiantes. Pour ça, nous, qu'on est là à l'université, vous nous avez présenté un projet qui est institutionnel, qui est ambitieux. Comme je le disais, l'idée de la permaculture, elle ne doit pas aller de pair, elle ne doit pas aller de soi, dis-je, dans un milieu quand même densément peuplé. Vous avez cité des quartiers montréalais, je pense, Saint-Michel, enfin, Parc Extension, je ne suis pas certain, mais où il y a quand même une bonne diversité socio-économique. Donc là, je devine que votre projet s'appuie sur la diversité de Montréal, mais est-ce qu'on peut tirer profit un peu plus spécifiquement du lien entre les générations pour faire avancer votre projet Hectare urbain? Oui, tout à fait. En fait, vous avez vraiment mentionné deux choses extrêmement importantes. Étienne, c'était vraiment l'aspect territoire. Le projet avait commencé vraiment avec des liens avec les écoles du quartier. Puis en fait, souvent, c'est un peu comme ça qu'on les communique dans nos réseaux pour rendre les projets plus intelligibles. Mais finalement, on s'est rendu compte au fil des années qu'on avait vraiment avantage à travailler avec les écoles qui voulaient bien nous accueillir, qui voulaient travailler avec nous, parce que pour nous, c'est vraiment un apprentissage réciproque, c'est-à-dire une école dans un quartier, on voit des fois qu'il y a vraiment un comité vert au sein de l'école, c'est très structuré, c'est des parents bénévoles, ou c'est vraiment quelques enseignants qui sont mobilisés et qui nous disent, dans les quartiers, c'est comme ça en fait qu'on peut vraiment mobiliser les parents, les étudiants à l'école. Il y a d'autres quartiers où nous on dit, non, ici c'est vraiment les services de garde, nous on est vraiment plus présents. Les parents vont nous appuyer. Puis, en fait, à l'école où on est à Saint-Michel en ce moment, c'est les parents qui se sont dit, on va commencer un projet des potagers. C'est le service de garde qui est un peu le moteur du projet. Puis, je pense que pour nos étudiants, ça donne vraiment différents laboratoires intéressants en matière vraiment de mobilisation collective. Souvent, quand je parle aux étudiants, ils se disent, bon, moi, j'ai fait des actions au quotidien. Je suis un peu tannée des petits pas puis des petites gestes pour l'environnement. On a l'impression que ça ne change rien. Puis en même temps, à l'autre extrême, tu as comme l'impression que tu es loin des solutions technologiques, de dire oui, par exemple, des aspects énergétiques. Pour moi, c'est très théorique. Je travaille peut-être là-dessus dans le cadre de mon mémoire où j'ai fait un travail de session, mais il manque comme le milieu, c'est-à-dire moi dans ma communauté, comment je peux agir? Je suis un individu qui apporte des connaissances, il y a vraiment différents organismes dans la communauté.
c'est quoi que je peux faire, puis sont qui mes alliés en matière vraiment d'expertise, de connaissances du territoire. Donc, je pense que le fait de travailler avec différentes quartiers à Montréal, ça mène vraiment une richesse de dire, ces différentes communautés, oui, on fait face à des enjeux comme la gentrification, comme vous l'avez si bien dit, cette diversité socio-économique, on arrive dans une école, puis il y a une petite fille qui me dit « Oh oui, j'ai plein de ça et de ça avec ma mère dans notre cours. On a vraiment un grand cours. » Puis il y a d'autres enfants qui se disent « Moi, je n'ai pas de cours, j'ai juste un balcon. Comment je peux faire pousser quelque chose dans mon petit balcon? » Donc, on voit vraiment des contrastes d'expérience, des niveaux socio-économiques, des niveaux de familiarité. Puis cette capacité de pouvoir dire comment on arrive dans différents endroits et on s'adapte pour agir collectivement finalement, pour avoir un impact positif. Très intéressant. Merci beaucoup, Nadia. Et écoutez, vos sujets sont vos expériences. Ça, c'est l'universitaire qui parle. Vos sujets, vos expériences sont très riches, elles sont intéressantes. Elles m'inspirent un certain nombre de réflexions. Je pense que vous avez toutes dans vos expériences potentiellement des liens avec l'enseignement, avec les écoles. Et c'est aussi une bonne façon. Je pense que vos expériences, vos initiatives sont une bonne façon, chacune à sa façon, je dirais, de participer à l'atteinte des objectifs de développement durable, les SDG de l'ONU. Donc, parce qu'il y a je veux dire, la question de l'agriculture, des changements climatiques et de l'éducation en fait partie. Ça, c'est une chose qui me frappe. Si je reviens au cadre un peu plus Québec méridional, Québec enfin, je vois que les initiatives qui sont en lien avec des écoles peuvent même faire avancer de façon indirecte, mais la loi sur le développement durable qui s'applique aux ministères et organismes et qui un jour va s'appliquer, elle ne s'applique pas actuellement au réseau scolaire, du moins pas comme elle devrait s'appliquer, mais plusieurs établissements, comme pour le réseau de la santé, tentent des expériences de développement durable et beaucoup, justement, des questions de jardinage pour essayer de combler un certain déficit nature. Puis ça, je suis vraiment content de voir que les initiatives aussi vont pouvoir s'adresser à la jeunesse comme ça et je le redis aussi, nous permettre de participer à ce dialogue des nations qui est sous-tendu par un idéal d'égalité, hein, j'espère, en tout cas au final, que sont les objectifs de développement durable. Donc, c'est très riche. Écoutez, je terminerai en vous demandant, s'il vous plaît, en 2 minutes, pour qu'on se garde, parce qu'on a quand même quelques questions. J'aimerais me diriger vers l'auditoire. C'est quel est le principal challenge, votre principal défi? Donc, essayez de m'en nommer un, s'il vous plaît. Puis je vous donnerai peut-être 2 minutes chacune pour l'expliquer. Donc, je me retournerai vers Élise. Donc, c'est quoi le principal défi à la récolte actuellement? Bien là, je ne serai pas très originale avec mon financement, là, mais en fait, je pense que ça peut, c'est à 2 vitesses, en fait, là, le financement. Je ferai du pouce un peu sur ce que vous dites par rapport au fait que les écoles sont... Étant donné que c'est pas encore imposé, c'est pas toutes les écoles qui vont le mettre comme prioritaire dans leur mission d'implanter ça. Et je trouve ça difficile en tant qu'organisme extérieur d'avoir l'impact souhaité. C'est toute une gymnastique de réussir à faire embarquer l'équipe école, puis je leur en tiens zéro rigueur là, parce qu'ils sont, ils font ce qu'ils peuvent là, pour de vrai. Mais c'est pas tout le temps évident de réussir à avoir l'impact souhaité quand tu n'es pas au cœur de l'école. Et ça, c'est un des impacts. Et de 2, avoir du financement. Puis les écoles n'ont pas nécessairement plus de financement, mais déjà, si je le vois dans des écoles où est-ce que c'est l'équipe école qui le prend en charge et qui peuvent être soutenues par un organisme extérieur, mais qui en font une priorité versus un OBNL qui essaie d'obtenir du financement pour offrir des activités gratuites à une école, c'est un défi.
nous, c'est la principale raison pour laquelle, en ce moment, le conseil d'administration, on est 7, on est en réflexion stratégique pour savoir quel modèle de développement, parce qu'il faut le voir presque comme une entreprise. Donc, on est en mode, d'un côté, on a un modèle très communautaire, donc on veut chercher des subventions, on implante des projets plus de nature communautaire, et d'un autre côté, on veut développer encore plus le volet offre de services, donc économie sociale, pour réussir à avoir un employé à l'année, chose que pour l'instant, on n'est pas encore en mesure là, d'avoir 12 mois par année. Là. Donc voilà, c'est pas très original pour les OBNL d'avoir besoin de financement, mais je pense que c'est le nerf de la guerre. Ça nous permettrait de tellement être capable de mieux développer, mieux s'implanter, mieux supporter nos actions que là, d'avoir à toujours avoir ce souci-là. Puis d'année en année, on ne sait jamais si notre financement va être accepté. C'est lourd. Ouais. Oui, ben, c'est ça. Hein, c'est que je pense que je pense que cette réalité-là est connue aussi. Oui, c'est ça. Donc, je conviens que c'est vraiment, mais néanmoins, c'est vraiment pas évident parce que je devine que ça nous, en fait, c'est ça, ça nous amène, c'est ça, à l'année, on est presque, on est tributaire de programmes, c'est ça. Puis j'imagine que la question du plan d'affaires, enfin, comme vous l'avez, je sais pas, je me souviens pas exactement comment vous l'avez désigné, mais c'est pas toujours évident parce que là, vous avez une mission environnementale, socio-culturelle aussi. Mais c'est correct. L'économie sociale peut très bien joindre les deux, en fait, parce que l'économie sociale permet avec la forme juridique d'OBNL, continuer à avoir un accès à des subventions, mais permet aussi de développer un modèle entrepreneurial en conservant notre mission. Donc, l'implantation, comme on le fait déjà, de jardin collectif, c'est une forme de modèle d'affaires. C'est juste que nous, on aimerait encore plus développer on veut rentrer vraiment dans les résidences de personnes âgées, les CHSLD, développer ce volet-là, parce qu'aussi, il y a quand même une saine compétition là, avec Agricole, avec Rocarium, qui font aussi déjà ça. Donc, si on veut se démarquer, le volet intergénérationnel qui marque bien la différence de la récolte des générations doit être mise en valeur. Et je crois qu'en développant une offre de service pour certaines résidences de personnes âgées, ça nous permettrait d'aller chercher peut-être le volet économie sociale, plus développement d'affaires, là, sans que ça soit là, ces modèles d'affaires en économie sociale, c'est pas détaché de la mission, là. C'est juste de réfléchir de manière créative à comment est-ce qu'on peut monériser un peu là, notre expérience, notre expertise, en fait. Là. Mais le dernier défi reste clairement la COVID, parce qu'avoir accès aux aînés en tant que COVID, fait que là, pour l'instant, on est en mode, OK, là, il y a bien des activités, comme un peu Mme Ponce disait, il y a beaucoup d'organismes qui ont décidé de mettre des pauses, parce qu'en ce moment, travailler avec une clientèle vulnérable n'est pas accessible. Là. Donc, on a beaucoup de contrats qui sont sur pause, on travaille notre modèle d'affaires, on s'organise en conseil d'administration pour revenir en force là, pour l'année 2022, en espérant que tout ça soit derrière nous. Merci, Élise, puis bon succès. C'est très intéressant. Caroline, je me retourne vers vous. Vous nous avez parlé déjà de vos défis. Quel est le principal défi, le plus gros, au projet de serre communautaire actuellement? Actuellement, le plus grand défi, là, c'est le démarrer. C'est sûr, c'est la COVID qui joue un rôle là-dedans, mais après ça, quand ça va démarrer, ça va sortir d'autres défis, c'est sûr, parce que c'est pour aller valoriser la serre pour la communauté, comme quoi c'est important, vraiment pour aller chercher l'appui des membres, puis aussi les intéresser de manger des légumes frais, parce que c'est ça le but, pour donner les légumes frais à la communauté. Ça va être bien plus nutritif. Ça fait que c'est ça, c'est le démarrage en ce moment c'est le plus grand défi. On dirait tout est sur pause. On a misère à aller en avant. La chose qu'on peut faire en ce moment, c'est faire les installations. On attend du stock. Ça va venir cette semaine pour la serre.
Et puis, j'ai trouvé vraiment une bonne personne pour aider le démarrage. C'est quelqu'un qui connaît déjà les membres, la communauté, en plus qu'il est chef. Puis, il adore ça aussi. Il est censé d'aller en Brésil, en Amazonie, pour aider les Autochtones à démarrer des jardins communautaires aussi. Mais les autres, c'est à l'air ouvert, là. C'est l'hiver, c'est pas pareil. Comme aujourd'hui, il a neigé. Ça fait que c'est ça, c'est le démarrage. Après ça, on va rencontrer d'autres défis. On va les gérer ça quand on va aller à fur et à mesure. Ben, vous avez toute notre reconnaissance, puis nos pensées sont avec vous parce que je sais ce que c'est, hein, c'est un projet de cette ampleur-là. Il faut le partir, il faut travailler avec la communauté. Donc, j'imagine que c'est toujours les premières années qui sont les plus demandantes, comme il faut littéralement. Oui, comme toute entreprise, il y a des ajustements qui vont se faire. Oui. Comme j'ai dit, la qualité, la quantité, c'est quoi les quantités qu'on va prendre pour un tel aliment, puis les qualités, puis savoir quand est-ce qu'on va s'aimer, est-ce qu'on va commencer à s'aimer dans les écoles, dans les maisons, puis le monde en même temps, on ne sait pas encore comment on va s'organiser avec ça. Merci Caroline, c'est gentil, j'apprécie. Catherine, quel est le plus gros défi là, actuellement que vous entrevoyez aux événements ou enfin au développement du comité relève? Je ne suis pas originale non plus. Au comité relève, tout est basé sur les échanges, le réseautage. Donc, évidemment, la COVID, ça a été très difficile de poursuivre avec ça. Mais si je peux me permettre d'adresser peut-être un enjeu qui est plus grand que le comité relève, qui est plus par rapport à l'action environnementale et les générations en général. Donc, on remarque dans le comité relève un défi particulier pour les jeunes. Souvent, les grandes actions, les grandes décisions, ça se fait en groupe de gens qui ont beaucoup d'expérience. Ça fait du sens, mais souvent, on exclut une très grande tranche d'âge de ces discussions-là. Si on regarde le gouvernement, les équipes de direction, tout ça, on voit très peu de visages en bas de 35 ans. Puis évidemment, c'est logique, on comprend très bien pourquoi c'est fait comme ça. C'est des années d'expérience qui vont donner de l'expertise, une expertise qui a beaucoup de valeur. Ça s'explique très bien, mais on croit que les jeunes aussi, nos opinions ont de la valeur et on a une perspective différente à contribuer. Donc, aussi, on va vivre les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui au courant des prochaines décennies, autant que les gens qui les prennent, ces décisions-là, sinon plus. Dans quelques années, on va hériter de ces problèmes-là. C'est nous qui allons devoir prendre des décisions difficiles, c'est nous qui allons devoir prendre la relève de tout le bon travail qui est fait et faire face à ces enjeux-là nous-mêmes. Donc, c'est vraiment primordial, je crois, on croit, de faire partie de ces discussions-là dès maintenant pour pouvoir apprendre et se préparer pour éventuellement pouvoir prendre les bonnes décisions et faire des bonnes actions nous-mêmes. Donc, le jour où ça va être à notre tour de prendre les décisions, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on sache comment ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'on voudrait vraiment faire partie de ces discussions-là pour du moins apprendre et se préparer à pouvoir participer plus activement quand on aura plus d'expérience. Mais on voudrait aussi partager nos points de vue différents. Donc, on a une perspective particulière. Les jeunes, nous, on a grandi dans ce contexte-là. Les changements climatiques, c'est pas quelque chose qui est apparu au courant de notre vie, c'est quelque chose qui existait quand on était des petits-enfants. C'est quelque chose qu'on était sensibilisés en tant qu'ados. Maintenant, en tant qu'adultes, les gens qui travaillent en environnement, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie depuis toujours. Puis maintenant, c'est quelque chose qui nous impacte directement, c'est quelque chose qui nous passionne et on connaît très bien ça et on veut agir, on veut faire quelque chose. Puis souvent, on est ça bloqué par notre âge, par notre manque d'expérience. On aimerait ça pouvoir travailler avec les autres générations pour que chacun puisse apporter notre force et pour pouvoir apprendre des personnes d'expérience de leur expertise, leur connaissance,
de leur panoplie d'expériences vécues qui sont fascinantes. Et nous, on pourrait apporter nos nouvelles idées, une vision à long terme, et on aurait aussi la capacité et l'ambition de reprendre les gros projets lorsque ce sera à notre tour. Et je pense que travailler ensemble comme ça, dans une perspective de perfectionnement, d'amélioration continue, c'est impératif parce que sinon, quand on se passe la balle, l'expérience qui a été gagnée précédemment est perdue. Il faut qu'on recommence, on répète les mêmes erreurs. Alors que si on avait transmis ça graduellement, travaillé ensemble, on aurait pu apprendre des erreurs, on aurait pu poursuivre le projet sans que rien se perde, de toujours avancer. Et donc, c'est ça, notre défi, c'est qu'on voudrait une place aux tables de discussion. Et on commence un peu avec Réseau Environnement, mais en général dans la société, je pense que les jeunes professionnels, ils voudraient souvent faire partie des discussions, du moins en tant que témoins. Et donc, c'est logique que ce soit une prochaine étape à franchir, surtout dans notre société qui est de plus en plus égalitaire. Il faut aussi que ce soit égalitaire pour les différentes générations. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup de nous avoir partagé cet appel-là. Merci de m'avoir laissé dériver un peu de la question. Non. On a, au contraire, ça nous permet justement la beauté des études, des case studies, des études territoriales, c'est des expériences, des initiatives, c'est qu'elles sont enracinées dans leur milieu, dans leur contexte, mais elles doivent nous amener justement à réfléchir plus loin. C'est ce que vous faites avec nous. Donc, merci, entièrement d'accord avec ce que vous avez mentionné. Donc, Nadia, quel est le principal défi qui se présente actuellement en 2021 à Hectare Urbain? En fait, on a vraiment, je ne vais pas rebondir sur les défis de la gouvernance, parce qu'on a commencé, vous pouvez imaginer en avoir commencé petit, devenant un projet institutionnel qui est quand même soutenu par des bénévoles, autant membres du personnel que des étudiants. On a un petit défi par rapport à la gouvernance. Heureusement, on a des étudiants comme Alice qui, justement, nous rappellent les propos que Catherine a bien exprimés, c'est-à-dire vraiment toute la valeur et les liens qu'il faut créer de façon davantage intentionnelle. Pour nous, je vais parler d'un défi opérationnel. C'est vraiment le défi de l'aspect cyclique, qui est très commun au projet qui repose sur l'engagement bénévole. Le fait de dire, il y a des années où on a vraiment des bénévoles très motivés, avec beaucoup d'expertise. Puis notre but à l'université, c'est que ces bénévoles aillent ailleurs, polliniser d'autres initiatives qui se trouvent un emploi satisfaisant, qui fassent un impact dans la société ailleurs qu'à l'université. C'est ça notre but, qu'ils partent. Mais malheureusement, le fait que nos bénévoles partent souvent, ça demande un défi. Il y a des bénévoles qui sont membres du personnel qui restent, souvent comme détenteurs et détentrices de savoir, mais qui ont un emploi à temps plein aussi et qui parfois, il y a un aspect aussi cyclique, c'est-à-dire je suis très motivée, mais il arrive un événement dans ma vie, dont le COVID, je ne peux plus me déplacer sur les campus où je prends soin des parents âgés, des enfants à la maison et je ne peux plus participer au projet. Et le fait que les cycles de l'agriculture urbaine ne coïncident pas nécessairement avec les calendriers académiques. Notre année universitaire finit en avril alors que c'est le début de la saison. Donc, c'est vraiment de trouver des façons novatrices d'amener les étudiants sur les campus, les impliquer, alors que, par exemple, la période la plus active au niveau des parrainages des écoles, c'est pendant leurs examens finaux. Donc, c'est un peu ça, de dire comment on pense au-delà de nos limites et on essaie vraiment d'écouter nos étudiants, nos collègues, membres de l'équipe bénévole et de dire comment on peut résoudre ces enjeux. J'aime beaucoup la métaphore que vous avez employée en parlant de nos étudiants qui vont polliniser
on sait comment, on sait combien la pollinisation, qui est parfois un peu, je pense, menacée, là, est quand même essentielle à l'équilibre d'un certain nombre d'écosystèmes. Donc, effectivement, c'est vrai, c'est une belle métaphore, c'est ce qu'on voudrait pour nos étudiants, c'est ce qui se passe dans les faits. Merci à Nadia. On avait je vais me retourner maintenant vers l'auditoire. Donc, et là, peut-être que je peux demander, peut-être que je demanderai le concours de Lydia. Je pense qu'on a des questions. Oui, on a donc des questions auxquelles je vais vous demander, s'il vous plaît, comme j'ai vu qu'on a 5 questions qui nous ont été posées jusqu'à présent et on a un peu moins d'une vingtaine de minutes avant de terminer. Donc, je vous demanderai peut-être de répondre en 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, la première question, elle s'adresse à Nadia. Donc, je l'interprète, d'accord? Projet extrêmement intéressant. Pourquoi le format d'une forêt nourricière? Donc, est-ce plus performant que l'agriculture plus traditionnelle? Est-ce que ça demande moins d'entretien? Pourquoi avoir choisi la forêt nourricière? Je vous donnerai peut-être 2 minutes, s'il vous plaît. Bien sûr. Et en fait, oui, en termes vraiment d'entretien, c'est vraiment une grosse partie de la réponse. C'est beaucoup de travail au début pour implanter une forêt nourricière, mais après, l'entretien est beaucoup plus petit que si on fait un potager plus traditionnel. Et on veut aussi bien coexister avec l'écosystème de Mont-Royal, qui en fait c'est une forêt. Donc, c'est un peu plus facile de faire un corridor de biodiversité. En fait, on a quand même des petits défis. On coexiste avec la faune aussi. Donc, il y a des lapins qui aiment beaucoup nos fruits et nos arbres, l'écorce de nos arbres. Mais c'est beaucoup plus durable. On essaie de planter des légumes, des potagers, puis ils disparaissent à l'intérieur de 24 heures. Une forêt nourricière, c'est beaucoup plus durable. Puis ça forme un meilleur corridor avec la biodiversité qui nous entoure avec le Mont-Royal. Oui, merci beaucoup pour cette réponse qui, on pourrait ajouter longtemps. Donc, j'aime beaucoup votre argumentaire. J'ai une autre question pour vous, Nadia. Donc, je me permets de vous la poser. Très intéressant. Est-ce qu'Hectare Urbain fait des conférences grand public? Oui, en fait, on fait des conférences grand public. On a participé l'année passée au Festival Cultiver Montréal, qui est vraiment un rassemblement des acteurs d'agriculture urbaine à Montréal, mais on est tout à fait ouvert à faire des conférences grand public. J'ai vu aussi que la question était vraiment en lien avec les bibliothèques. Donc, on peut penser à d'autres types de conférences, vraiment pour les personnes qui se disent comment la permaculture peut nous inspirer pour nos sociétés et vraiment parler de permaculture dans un sens agriculture urbaine, mais aussi d'un point de vue humain. Mais on peut aussi penser à des conférences grand public, plus destinées à un public plus jeune. Donc, je vais laisser peut-être mes coordonnées dans les clavardages pour si quelqu'un souhaite faire un suivi plus... Merci Nadia. Donc, j'en profite pour remercier Stéphanie qui nous posait ces 2 questions. J'ai maintenant une question pour Caroline. Donc, j'en profite, mesdames, pour vous dire que vos exposés ont suscité un intérêt très manifeste, là. Tous vos exposés. Donc, question pour Caroline, est-ce que vos aînés, est-ce que les personnes âgées peuvent transmettre leur savoir sur la chasse et la pêche aux plus jeunes? Est-ce que c'est des choses que vous entrevoyez? Donc, que les aînés puissent transmettre leur savoir dans le cadre du projet de serre communautaire? La serre, c'est nouveau. Les aînés, eux autres, les aînés, eux autres, je ne pense pas que ça va les intéresser plus que ça, la serre, parce qu'ils ont déjà établi leurs besoins, leur nourriture. Eux autres, ils ont grandi avec des poissons, le caribou, le gibier, l'outarde, et puis les bleuets qui ramassent, du thé labrador. Eux autres, leur subsistance vient de la terre dans la forêt. Puis ça, c'est nouveau. Ça fait que, bien sûr, ils vont profiter qu'est-ce qui va venir de là. Mais
ils vont être capables quand même ils ont déjà transmis, par exemple, leur savoir aux jeunes, les médecines traditionnelles. Ça fait que ça, c'est le part, peut-être, qu'on peut dire, le part de l'agriculture qui a ici, qu'est-ce qui pousse naturel ici. C'est déjà transmis aux jeunes. C'est déjà documenté, les photos, tout. Ça fait que je ne sais pas c'est comment les aînés peuvent transmettre aux jeunes. Peut-être moi, là, je peux aider à transmettre le savoir, qu'est-ce que moi je vais savoir de la serre. Ça fait que je joue quand même un rôle à établir un système pour que ça va être possible de transmettre l'agriculture dans la serre, qui va venir de la serre aux jeunes. Ça fait que c'est ça. Merci, merci Caroline. Je remercie Mme Giroir-Morel qui posait cette question. Je vais remonter, si vous me donnez une petite seconde, s'il vous plaît, je vais remonter dans mes questions. J'en ai une autre pour vous, Caroline, qui est directement en lien avec ce dont vous venez de parler. Est-ce qu'on peut intégrer des plantes médicinales, des plantes de médecine, des plantes traditionnelles dans votre projet? C'est sûr. Ben, les herbes comme ginger, le gingembre, c'est une médecine naturelle. Puis c'est très bon. Si on fait pousser comment tu appelles ça? Herbs, les herbages, les épices. Ça, c'est tout médicinal. Ça fait que moi, qu'est-ce que je compte de faire pour les sections où il va y avoir des épices, à quoi c'est bon chaque épice? Comme, je ne sais pas, cinnamon, je sais pas, je pense pas qu'on va pousser cinnamon, mais je vais le prendre comme un exemple. C'est bon pour le cœur. Les épices, c'est tout bon pour la santé. C'est comme une médecine. Comme il y a des épices qui ça aide pour la circulation. Exemple, les champignons, c'est du magnésium. Ça, c'est ce que moi, je sais. Mais quand on va faire une recherche puis qu'on va faire des petits pancartes, mettons, basilic, moi, je ne sais pas c'est quoi ça emporte, là, comme des herbages, basilic, on va avoir un petit pancarte à quoi c'est bon. Ça fait que ça va être une manière de transmettre le message. Puis on va être capable de faire français, anglais, puis en syllabique. Ça fait que la communication va être là. Super. Merci beaucoup, Caroline, pour votre réponse. C'est gentil. Laissez-moi naviguer, s'il vous plaît, à travers les questions. Je pense que j'ai une autre question qui s'adresse à Élise. Ce ne sera pas long. Merci. Oui, c'est ça. Donc, c'est une question aussi qui s'adresse à Caroline. Vous verrez, Caroline, si vous souhaitez répondre. Je vais peut-être donner la parole à Élise au premier chef. Donc, intégrez-vous les ados à vos projets. Sinon, pourquoi? Si oui, comment faites-vous pour les recruter et les intégrer? C'est Mme Latendresse qui pose cette question, qui serait pour un universitaire névralgique, puisqu'on est effectivement toujours tenu à des comités d'éthique exigeants lorsqu'il s'agit de participation avec les mineurs. Donc, qu'en est-il des ados, Élise, dans votre projet de la réforme? Mais nous, de toute façon, là, juste pour clarifier cet aspect-là, tous les parents là, signent un accord là, quand les enfants participent là, au jardin quand ils sont laissés avec nous. Là. Sinon, il y a toujours les professeurs qui accompagnent. Écoutez, c'est sûr que les ados, c'est pas si facile. Nous, les jeunes, on les accompagne pour tout le primaire. Il y en a avec qui on garde des super bons liens. Il y en a qui sont devenues gardiennes de mes enfants une fois qu'ils sont rendus au secondaire parce que la première génération que moi j'ai accompagnée était en 3e année. Maintenant, ils sont rendus en secondaire 4. Alors, je les regarde comme ça maintenant. Puis, mais je trouve ça tout le temps vraiment touchant de les voir grandir.
Mais dans le fond, nous, les quelques fois, c'est sûr que les attirer au jardin, il y a la programmation culturelle, comme j'ai parlé au début, ça, souvent, quand c'est des ateliers de musique, la poésie, ça va les attirer. C'est pas sûr qu'on réussit là, à faire mettre à quatre pattes pour désherber, évidemment, là, non. Par contre, on a déjà, pendant 2 étés, occupé un food truck de crème glacée où les jeunes étaient amenés à servir la crème glacée. Il y avait une partie des profits qui allaient, c'était infime, là, c'était vraiment juste pour dire qu'on retournait pour payer les crèmes glacées, puis les autres, c'était les jeunes qui les gardaient. Donc, ça, c'est sûr que quand on parle un peu là, disons, de job-in d'été, là, les ados, ils se sentent concernés. Puis ensuite, en plus, c'était au marché public du village. Donc, la plupart de leurs amis venaient, ils achetaient des cornets. C'était festif, là, puis ils se faisaient des sous avec ça. On en a déjà engagé qui faisaient du maquillage pendant nos fêtes, fête des récoltes, différents événements qu'on organise au jardin. Les jeunes étaient amenés, soit qui faisaient genre petite garderie, puis c'était eux qui étaient en charge, sinon, bon, maquillage. On les utilise souvent plus en mode payé. C'est comme, il faut des fois qu'il y ait le nanan là, au bout de leur implication, c'est dommage, mais bon, je généralise, là, il y en a certains qui viennent, mais c'est sûr que je sais qu'il y a eu des programmes là, de verdissement, disons, parce que, bon, mon emploi, moi, je suis présidente là, du conseil d'administration, mais je suis plus employée là, de la récolte des générations. Je suis conseillère à la relève agricole au Centre local de développement là, de Cowansville dans le Drôme-Missisquoi. Et je sais que ça, c'est un des implications de nos jeunes. C'était pour revitaliser, dans le fond, les bandes riveraines, là, parce que nous, en Montérégie, les cours d'eau ne sont pas très en santé. Alors, il y a des cohortes là, de jeunes ados là, qui viennent de l'école secondaire pour faire des corvées de plantation là, de bandes riveraines. Là. Donc, bon, ils peuvent être impliqués là, de diverses manières, mais c'est sûr que je ne cacherai pas que c'est la tranche d'âge qui n'est pas tout le temps facile à aller chercher. Là. J'aimerais faire un aparté vraiment là, pour vous dire à quel point vous êtes magnifiques, là, les 3 panélistes avec qui j'ai pu participer aujourd'hui. Là, vraiment, c'est un honneur de partager ce moment-là avec vous. Chapeau pour tout ce que vous faites, c'est magnifique. Merci, Élise. Merci pour la réponse aussi. Merci pour le commentaire. Donc, je vais me permettre peut-être de retourner vers Catherine un peu par extension. Là, il était question des ados. Il y a peut-être une chose, Catherine, qui m'a malencontreusement échappé. Le comité relève, puis là, je fais peut-être le lien avec l'appel que vous nous avez lancé là, il y a quelques minutes là, sur l'intégration des jeunes qui peuvent être des influenceurs climatiques extrêmement efficaces, même à une échelle professionnalisante. Le comité relève, est-ce que ça s'adresse aux diplômés universitaires, au collège? Le collège, est-ce que c'est quoi les barèmes là, pour… On vise autant les étudiants que les diplômés, que les professionnels de 18 à 35 ans. OK, donc c'est ça. Donc, 18-35 ans, ça veut dire que ça nous amène pas mal à l'université ou au pré-universitaire, c'est ça? Oui, ou parfois des techniques. OK. Mais c'est beaucoup… en ce moment, dans notre groupe de bénévoles, là, la plupart des gens sont soit aux études universitaires ou diplômés des études universitaires et travaillent. OK. Merci pour la précision. Écoutez, là, c'est à mon tour de vous remercier. On arrive à la fin de cette belle… Je vais pouvoir fermer cet onglet « Conversation ». On arrive à la fin de cette belle discussion qui nous a unis pendant 2 heures quand même. Je connaissais quelques-unes de vos expériences, de vos initiatives. Celles que je ne connaissais pas, ça m'a permis de les découvrir. Celles que je connaissais, ça m'a permis évidemment de me familiariser bien mieux qu'avec les connaissances que j'avais, donc avec les objectifs que vous avez. C'est vraiment très riche. Puis là, je reprends les propos d'Élise. C'était agréable de vous avoir. Puis c'est ma conviction. Je pense qu'on peut changer les choses au cas par cas. Puis en perdant jamais de vue, justement, le fait que nos initiatives qui sont spatiales et territoriales doivent nous amener à réfléchir plus largement. Elles ont ce rôle-là. Je voudrais vous remercier sincèrement du temps que vous avez pris ce matin, mesdames, pour être avec nous. Et
je pense que ça fait beaucoup avancer aussi les réflexions du forum dans lequel on se trouve actuellement, parce que de toute façon, vos projets ont beaucoup, beaucoup de liens. Ils ont beaucoup de liens avec ce qu'on peut appeler le dialogue entre les générations. Donc, ça nous montre aussi qu'il y a il y a quand même des beaux défis qui ne sont pas évidents. Puis là, je le vois, là, chaque jour, vous êtes dans vos fonctions ou d'une façon passionnée et bénévole, ou les deux, en fait. Vous êtes vraiment confrontés à des défis. Donc, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Et voilà, là-dessus, Mathieu, je repasserai la parole peut-être à Mme Trudeau pour le mot de la fin de cette séance. Merci, Mme Trudeau. Alors, quel plaisir c'était de découvrir tous les foyers d'action concrètes et qui nous aura donné peut-être des exemples à suivre et à adapter dans nos différents milieux. Alors, je remercie nos conférencières, Evelyne, Caroline, Catherine, Nadia et Alice d'avoir participé à cet événement. Merci, Monsieur Berthold, pour votre animation et votre esprit de synthèse là, qui nous a vraiment enrichi la présentation. Alors, on se donne rendez-vous demain à 13h pour l'atelier de co-design prospectif des condos et des pommes, cohabiter, se déplacer et se nourrir en 2040. Intriguant, n'est-ce pas? Il se déroulera cette fois-ci sous format de réunion pour faciliter le travail d'équipe. Alors, merci à tous et à demain.